Merci beaucoup. Donc, moi, je suis le docteur Sidonie Verdier, je suis médecin au sein de l'équipe mobile de soins palliatifs du centre, François Baclès, et Marie Desnoyers, qui est psychologue clinicienne, qui travaille également avec l'équipe mobile, mais pas que, qui est aussi oncopsychologue. Et on fait effectivement toutes les deux parties du groupe de réflexion éthique du centre. Aujourd'hui, on voulait vous parler du secret autour d'une situation clinique qu'on a rencontrée au sein de notre pratique. Et donc l'idée, c'est de partir de l'histoire de ce patient et puis de dérouler une réflexion autour du secret et autour de ce qui s'est passé pour ce patient-là et de l'illustrer sur notre pratique globale. Donc aujourd'hui, on voulait vous parler d'un patient de 22 ans qu'on a accompagné avec l'équipe mobile. Il s'agit d'un patient qui était atteint d'un cancer rare, d'une présentation en plus inhabituelle, puisqu'il était atteint d'une maladie plutôt rencontrée chez les enfants, les jeunes enfants. Et il s'agissait d'un cancer chez les jeunes enfants qui a un pronostic très sombre, avec une espérance de vie au diagnostic qui est plutôt de l'ordre de quelques mois. Et ce patient-là présentait, du fait des caractéristiques un peu particulières de sa maladie, une évolution inhabituellement lente, mais malheureusement indéniable malgré tout, avec une progression, des épisodes de progression réguliers malgré les traitements oncologiques mis en place, une réponse limitée, et notamment lorsqu'il a été hospitalisé au centre, un contrôle d'imagerie récent qui montrait de nouveau une progression clinique. Donc, au moment où les échanges dont on va vous parler ont lieu, le patient est toujours sous traitement de chimiothérapie et la réflexion s'organise autour du fait qu'il y a ce nouvel épisode de progression et comment lui annoncer, comment construire avec lui un projet de traitement et quoi lui dire. Lors des consultations précédentes avec son oncologue référent, le caractère incurable de la maladie avait déjà été évoqué, notamment au moment du diagnostic. En fait, dès le diagnostic, le caractère grave et incurable avait déjà été évoqué avec ce patient et avec ses parents, puisque comme souvent chez ce type de profil de patient, il était accompagné par ses parents et on avait eu une petite description du contexte familial, c'est-à-dire que c'est un patient qui avait aussi une grande sœur, mais qui était partie de la maison parce qu'elle était adulte et qui était en autonomie et il n'y avait pas de proximité affective très importante avec sa sœur, mais elle était quand même dans le paysage. Et le contexte particulier, c'est aussi que sa maman est soignante et très présente, toujours présente au moment des consultations, participait au dialogue avec les équipes, mais à la fois en ayant une position assez en retrait, avec notamment peu d'émotion quand on évoquait le caractère incurable notamment et les points de gravité de la situation. Une maman qui était assez figée au niveau émotionnel, avec peu d'affect et toujours souriante, toujours souriante. Donc depuis l'annonce diagnostique, l'annonce de l'incurabilité, l'annonce de la gravité, le patient qui de nature présentait une personnalité anxieuse avec des troubles notamment obsessionnels compulsifs de longue date, déjà suivis par un psychiatre en ville avant la maladie, avait exprimé plusieurs fois qu'il se projetait sur une vie d'adulte accomplie et qui avait déjà exprimé auprès de soignants la personne qu'il imaginait qu'il serait à ses 50 ans, en s'inspirant de l'histoire d'un de leurs voisins, lui-même atteint d'un cancer, qui était décédé à 50 ans de sa maladie. Donc il faisait un parallèle entre son histoire à lui qui venait d'être diagnostiquée et l'histoire de ce voisin qui avait vécu jusqu'à 50 ans et donc il se projetait sur le métier qu'il ferait, quel genre de famille il voudrait avoir plus tard et quelle serait sa vie face à des soignants qui étaient bien conscients que malheureusement il n'atteindrait pas cet âge-là. Alors, du coup, l'évolution de la maladie de ce jeune patient avait entraîné une hospitalisation notamment.
Et lors de cette hospitalisation, avec les soignants qu'il a rencontrés, a été décidée une réunion pluridisciplinaire pour en fait interroger l'intérêt d'évoquer avec ce jeune homme la survie en termes de pronostic. Parce que, comme vient de le dire Sidonie, effectivement, c'était toujours des projets à très long terme, que le corps médical savait impossible finalement. Donc cette question a été posée en ce sens où les médecins de MSP notamment, psychiatres, psychologues et autres intervenants du service d'hospitalisation dans lequel il était, se retrouvaient face à un patient ancré dans des projections à long terme, comme je viens de vous dire, et empêchant alors toute possibilité pour nous d'engager un travail sur le temps qui lui reste à vivre, sur comment l'investir, sur quel projet mener dans ce temps raccourci, et sur les notions de réanimation notamment. La différence là entre le savoir du soignant et celui du patient, du coup, provoquait un malaise chez les professionnels. Ça nous mettait vraiment face à un mur qu'on ne pouvait même pas franchir et qu'on ne pouvait pas non plus contourner. Et donc c'était très bloqué. Les entretiens psychologiques notamment n'étaient pas forcément très riches, ils étaient demandés par le patient, mais voilà, il n'y avait pas forcément de travail d'élaboration. Et le malaise des soignants nous a fait nous réunir face à cette situation pour se questionner là-dessus. Donc les différents arguments avancés initialement par l'oncologue pour ne pas préciser davantage la notion d'incurabilité, donc en termes de pronostic, ont été d'une part l'angoisse potentielle du patient, qui se retrouvait alors à 20 ans face à l'annonce d'une espérance de vie drastiquement raccourcie. Le pronostic supposé, du coup, était de quelques mois au mieux, d'après l'oncologue, à l'exception de l'existence en fait, d'un traitement spécifique qui n'était pas disponible sur le marché européen, mais qui permettait éventuellement, tous les guillemets que ça comporte, une réponse complète dans 10% des cas. Donc en fait, cette petite fenêtre d'espoir a eu en tout cas son importance. Et donc, par principe de non-malfaisance qui est convoqué à travers les conséquences psychiques supposées désastreuses qu'une telle annonce pourrait avoir sur le patient. D'autre part aussi, l'évolutivité particulière de cette maladie rare, comme on l'a dit, à la présentation clinique rare, suppose qu'une incertitude telle que des espoirs, même infimes mais suffisants, viennent poindre dans la pensée médicale. Et ce, notamment par rapport à ce traitement qui pourrait avoir une réponse complète dans 10% des cas. Ainsi, comment verbaliser à un jeune homme de 20 ans qu'une maladie est en train de raccourcir sa vie et que même si l'évolution est moins catastrophique que prévu, l'espérance de vie est à quelques mois. Quid aussi de son autonomie, si rien n'est précisé, corrigé ou nuancé face à sa propre fantasmatique. Comment co-construire un projet de vie avec quelqu'un qui n'est pas conscient de ce qui lui reste à vivre? Encore, comment anticiper, préparer un éventuel effondrement psychique et respecter la loi de 2002, ainsi que les recommandations de bonne pratique HAS, qui évoquent bien, en parlant du secret médical et des droits des patients, que les éléments médicaux doivent être partagés avec le patient, en prenant en compte ses dimensions psychologiques, sociales et culturelles. D'après un article publié par le docteur Pascal Vinan, la connaissance du pronostic fait partie des compétences médicales, en ce sens où seul un tiers des décès surviendrait de manière inattendue. Dans ce contexte donc, les soignants détiennent alors un savoir sur l'avenir du patient. Ce savoir est-il un élément médical à partager? Respecterait-il dans cette situation les dimensions psychologiques, sociales et culturelles de ce jeune patient? Finalement, de quelle angoisse parle-t-on réellement? Celle du patient ou celle des soignants? Car finalement, si le soignant parvient à contourner la question, c'est bien le patient qui se retrouvera face à l'altération inéluctable de son état de santé, de son autonomie physique et même de ses capacités cognitives. Encore, comment annoncer quelque chose qu'on ne veut pas dire, en termes de pronostic ici, à quelqu'un qui ne veut pas l'entendre? Suite à cette réunion pluriprofessionnelle où nous avons eu tous ces échanges, la réflexion s'est un peu organisée. On a rappelé que la loi de 2002 prévoit aussi un droit de ne pas savoir, ce qui n'a pas été exprimé par le patient. Ici, ce jeune homme témoigne de ses projections dans l'avenir et probablement de l'impossible représentation d'une vie raccourcie. Cependant, aucun refus n'a été verbalisé. Comment pourrait-il l'être alors que la mort n'est pas investie comme impossible ?
Nous nous sommes questionnés, au nom du principe d'autonomie, sur les conséquences possibles de cette information autour du pronostic. Et si l'angoisse réactionnelle à cette annonce venait effracter l'intégrité psychique de ce jeune homme, alors il y aurait des risques à ce qu'il ne puisse plus s'incarner en tant que sujet, et donc que la notion d'autonomie ne puisse plus se questionner. Aussi, la notion d'autonomie pour le patient en soins palliatifs, en état de vulnérabilité psychique face à la mort à venir, n'est pas acquise d'emblée. Elle s'acquiert dans la relation, dans le temps où se tissent les liens de confiance et de sécurité. Peut-être que la vérité sur le temps qu'il reste peut concourir à renforcer cette relation et à affirmer l'autonomie du patient. Lors de cette réunion, la réflexion s'est portée sur la notion d'introduction du doute face à la temporalité, pour que l'annonce soit progressive et que les mécanismes de défense s'assouplissent progressivement. Doute sur l'évolution de cette maladie atypique, doute sur la proposition d'un traitement expérimental et de ses résultats incertains. L'hypothèse de ne pas se présenter avec une posture de sachant est étayée dans le fait de reconnaître des angoisses réelles et fantasmées par le soignant chez le patient. Porté collégialement par le corps médico-soignant, le doute réduit la dissonance cognitive. Je me ressens de moins en moins bien dans mon corps, mais je vais vivre longtemps. C'est ça que nous renvoyait ce jeune homme. Si le doute s'immisce, alors peut-être que je ne vais pas vivre aussi longtemps que je l'ai imaginé. Il est important de rappeler que dans un souci de non-malfaisance, le professionnel doit savoir distinguer sa charge anxieuse pour ne pas entrer en collision avec celle du patient. Le risque évoqué entre professionnels au regard de ce qui se passait dans le service, à savoir connaissance soignante en opposition aux connaissances du patient autour du pronostic, du fait du non-dit, était celui d'une annonce passage à l'acte qui serait alors venue anéantir le sujet, provoquant possiblement la mort psychique avant la mort physique, de par l'effondrement des mécanismes de défense. Dire l'indicible brutalement au nom de l'information, de la vérité, et pour ne surtout pas garder le secret. Dans un article de Jean-Pierre Bénézec, Le pronostic est-il éthique ? Il est dit que les patients attendent des médecins qu'ils pronostiquent d'une manière qui soit simultanément honnête, précise et optimiste. Injonction paradoxale impossible à réaliser. Comment répondre à ce désir ? Dans leur étude, Christakis et Lamont ont observé 20% de prédictions dans une cohorte de médecins. 63% étaient trop optimistes dans leur pronostic, 17% trop pessimistes. Un des biais relevés était que plus le médecin connaît le malade, plus il a de chances de se tromper. Ainsi, dans des prises en charge palliatives initiées de manière suffisamment précoce, les patients sont bien connus des équipes transversales ou de services en ce qui concerne notre pratique clinique. Cette surestimation de la durée de vie par les médecins a été confirmée par d'autres études. Aussi est mise en lumière l'effet de surestimation par le patient de ses capacités de guérison. Cela ne peut pas être attribuable qu'à un manque d'information, mais aussi à un positionnement psychique défensif, adaptatif, permettant de supporter au mieux la réalité de la mort qui fait effraction. D'un côté, imposer une vérité dans ce contexte pourrait se révéler destructeur, viendrait peut-être effracter des mécanismes de défense sur lesquels nous devons nous garder d'agir directement. D'un autre côté, cette méconnaissance du réel de la maladie qui évolue peut amener le patient à demander des thérapeutiques curatives qui ne sont plus adaptées. Quid alors de la chimiothérapie compassionnelle ? N'est-elle pas le symptôme d'un secret et d'une vérité gardée ? Se repose ici la question de l'information au patient, comment concilier information avec mécanisme défensif, à la fois du patient et du médecin, dont les enjeux sont ceux d'éloigner et de préserver chacun de l'angoisse de mort. Ainsi, Jean-Pierre Bénézec, dans son article, propose de re-questionner la demande du malade d'obtenir une information honnête et optimiste. Comment pourrait-elle l'être devant tant de complexité ? Concernant l'annonce, en cancérologie, c'est toujours avec un grand A et elle est toujours relative à l'indicible. La prudence est donc de mise, mais force est de constater qu'à travers différents arguments, l'exercice du pronostic peut s'avérer dangereux, tant il vient fermer l'horizon des projections du patient. Mais au sein d'une relation construite de confiance, initiée suffisamment tôt dans le parcours de soins du patient, peut-être pouvons-nous semer un peu de cette réalité. Et ce, sans omettre de prendre conscience de ce qui anime chaque partie, celle qui prédit une mort à venir et celle qui va devoir s'y confronter. C'est vraiment tout ce qui a été en fait le sujet principal de notre réunion collégiale autour de cette situation. C'était vraiment semer du doute et semer finalement un petit peu de la réalité que ce jeune face à laquelle ce jeune patient n'avait pas du tout accès. Pour illustrer ces propos, du coup,
il nous est revenu le souvenir d'une femme qu'on a appelée ici Madame B, rencontrée il y a quelques années et à qui son oncologue avait prédit pas plus de 6 mois. Et donc ce pas plus de 6 mois avait été évoqué au moment du diagnostic du cancer au mois d'avril de l'année en question. Moi, je l'avais rencontrée en septembre de la même année, dans le cadre d'un suivi psychologique qu'elle avait entrepris principalement et peut-être uniquement à la demande de ses proches, qui voulaient en fait l'aider à investir la vie, qui allait de toute évidence dépasser les 6 mois. Et cette femme était bien embêtée, si je peux dire comme ça, de pouvoir investir justement cette vie qu'elle avait devant elle et qui n'aurait pas dû avoir lieu en fait. Et à tel point que l'horizon était tellement clos, après l'annonce diagnostic-pronostic du coup, qu'elle s'était notamment débarrassée de ses vêtements d'hiver, persuadée qu'elle ne vivrait pas jusque-là. Et ça peut paraître un petit détail, mais c'était hyper important parce que cette femme était face à une réalité assez brutale, de se dire je n'ai plus rien à me mettre parce que je n'aurais pas dû être là en fait. Et dans le quotidien, c'est frappant de difficultés. Voyant les réponses du coup thérapeutiques positives, les défenses psychiques à l'œuvre s'étaient progressivement levées, la laissant face à ce qu'elle nommait, elle, d'angoisse de vivre. Angoisse de vivre la vie qu'elle n'aurait pas dû vivre, au regard du pronostic posé. Elle était finalement aux prises d'angoisse de mort, évidemment, événement mort qui n'était plus maîtrisable et qu'elle avait fantasmé pouvoir maîtriser, après le pronostic. Lors du 3e et dernier entretien, je ne l'ai vraiment pas rencontrée longtemps, cette dame, Madame B avait à nouveau un discours empreint de contradiction et d'ambivalence. Elle s'élevait clairement contre ce que je pouvais lui renvoyer en tant que psychologue dans ce type d'entretien. Elle interprétait mon discours comme un discours d'incompréhension de son désir de mourir. Vous voyez bien que le questionnement était impossible. Ce que fait résonner ce sentiment d'incompréhension est finalement que Madame B se perdait elle-même, et peut-être me perdait, dans les méandres d'un discours défendu, tantôt dans l'annulation de ce qu'elle disait, tantôt dans la généralisation, banalisant, voire déniant en fait tout son vécu personnel et intime. Donc aussi, son désir de mourir verbalisé s'avérait être un déplacement d'un désir de vie impossible à investir. Tant sa vie entière, en plus, avait toujours été à l'image du désir de l'autre, entre guillemets, je mets, sauver des gens, c'est ce qu'elle me disait. C'était son credo. Or, ce déplacement, comme bien d'autres mécanismes de défense à l'œuvre chez elle, n'a pu être entendu, conscientisé par Madame B, qui projetait alors sa colère, dans nos entretiens notamment, en lien avec cet impossible à penser, qui était la mort, et la vie. Pour elle et pour l'autre, et pour moi aussi, psychologue à ce moment-là dans la relation. En ce qui concerne notre patient, la conclusion de la réunion pluriprofessionnelle a été que l'oncologue est reparti voir le patient avec un membre de l'équipe du service, un médecin du service d'hospitalisation, pour faire un entretien conjoint suite à une nouvelle imagerie qui confirmait la progression. Et suite à nos échanges, du doute a été semé. C'est-à-dire que plutôt que de rester sur la certitude de l'incurabilité et du pronostic pronostic mortel, a été émis l'idée que peut-être le traitement ne fonctionnerait pas, ou peut-être pas longtemps, et que peut-être que la progression continuerait à évoluer. Et suite à cet entretien, le patient a pu verbaliser auprès d'autres intervenants. C'est aussi la richesse de pouvoir intervenir à plusieurs équipes auprès de ce patient, c'est que ce qui se dit avec les uns peut être débriefé avec les autres et le patient élabore entre-temps. Et il a pu verbaliser auprès de notre autre collègue psychologue que finalement il s'était projeté très loin et que peut-être que finalement sa vie ne serait pas si longue. Et ça l'a aidé en fait à se projeter dans des choses plus à court terme et à faire des projets maintenant. Voilà. En conclusion,
L'information sur le temps qu'il reste à vivre, si elle se veut éthique, ne peut pas se verbaliser dans la précision. Comme nous l'avons évoqué, cela pourrait contraindre l'autonomie du patient, à qui cette information qu'il ne veut pas entendre est délivrée. Quant à celui qui la réclame, le médecin, détenteur d'un savoir statistique, il doit pouvoir le faire progressivement, avec la conscience des risques d'anéantissement subjectif que cela pourrait engendrer chez le patient. La balance bénéfice-risque, dès lors que l'on aborde la notion du pronostic, peut être défavorable aux patients tant cela peut être sidérant, mais propice aux soignants qui vont alors pouvoir adapter leur thérapeutique et leurs soins au regard de ce temps qu'il reste. Ainsi, c'est probablement l'instillation du doute qui pourra permettre l'assouplissement des mécanismes défensifs des uns et des autres, en ménageant les angoisses de chacun, afin de pouvoir parler un même langage et se rejoindre soignants et soignés dans la co-construction d'un projet de vie adapté aux besoins et aux souhaits du patient. Merci beaucoup pour cette intervention vraiment, j'ai trouvé passionnante. Bonjour à tout le monde, je suis Guillaume Grandasy, donc de l'Espace Éthique de Normandie. Peut-être avant de passer la parole à Lassane, je voudrais juste faire un ou deux commentaires. Effectivement, la question du pronostic et de l'annonce pronostic, c'est une responsabilité énorme pour les soignants et les médecins. Ça peut être une violence aussi considérable, je dirais dans les deux sens. Quand on annonce à quelqu'un effectivement qu'il lui reste 6 mois et qu'on se trompe, on voit bien ce que ça peut produire. Inversement, quand on est trop optimiste et que la situation se dégrade très vite, on peut avoir l'impression que le médecin a menti ou n'a pas dit la vérité, etc. Donc c'est vraiment une question difficile. Et en même temps, on est dans un contexte où on invite les patients à anticiper la fin de vie. Et ce qui m'a... je ne crois pas avoir entendu beaucoup l'expression fin de vie dans votre propos. Vous avez parlé de projet de vie, etc., mais pas de fin de vie, parce que je pense que la personne ne se projetait pas dans une fin de vie, justement. Et aujourd'hui, notamment, la difficulté de ne pas se projeter dans cette fin de vie, c'est que, justement, on ne l'anticipe pas. Donc, on ne parle pas de directive anticipée, par exemple. On ne parle pas éventuellement des droits que pourrait avoir la personne dans cette configuration de fin de vie, de sédation profonde et continue, etc. Ça rend impossible, finalement, l'accès à un discours qui porterait sur ces questions-là, qui sont liées à l'anticipation. Et puis, il y a un autre enjeu aussi qui rejoint... les débats actuels qui existent sur l'évolution, qui existaient jusqu'à une semaine, 10 jours, sur l'évolution de la loi sur la fin de vie, justement sur la question du court ou moyen terme. Envisager l'accès à une aide active à mourir à moyen terme, ça veut dire qu'il faut avoir anticipé, il faut avoir posé un pronostic vital. Et être capable de dire que justement ce sera à l'échelle de 2 mois, 6 mois, 1 an, etc., pour que la personne puisse, si jamais on allait vers cette légalisation de l'aide active à mourir, puisse envisager de faire valoir ses droits à une demande d'aide active à mourir qui s'inscrirait et qui serait éligible par rapport aux critères qu'on aurait définis sur le court terme. Donc il y a un vrai enjeu aussi de ce côté-là qui se pose déjà dans les pays où l'aide active à mourir est légalisée, mais qui se reposera à nouveau frais, je dirais, en cas d'évolution de la loi française, et qui plongerait peut-être les professionnels face à de nouvelles questions par rapport à ces nouveaux droits. Voilà, je m'arrête là. Peut-être qu'il y a ou peut-être à moins que vous vouliez réagir à ce que je viens de dire. Oui, en fait, c'est tous ces arguments-là qui nous ont amenés en fait à rencontrer l'oncologue pour lui soumettre ces réflexions-là que nous on avait et cette inquiétude que nous on avait sur tout le monde dans le service et tout le monde, toutes les personnes qui accompagnent ce patient savent que le pronostic est à quelques mois et la seule personne qui l'ignore, c'est lui. Et nous, notre travail en tant qu'équipe mobile, c'est de travailler justement et d'aider le patient à comprendre ce qui lui arrive et à pouvoir dire ce qui est important pour lui et ce qu'il souhaite. Et ça, on ne pouvait pas le faire puisqu'il n'était pas conscient de ce qui lui arrivait.
Et c'est tout ça qui nous a amené à demander cette réunion, à discuter avec l'oncologue et à expliquer aussi à l'oncologue, parce qu'on n'a pas du tout la même perception des choses, forcément, on ne fait pas le même métier, même si on travaille ensemble. Et au terme de la discussion, l'oncologue a pu justement changer de paradigme, on disait ça tout à l'heure, et comprendre le point de vue du patient et se détacher un peu de son rôle d'oncologue, dont la mission c'est de proposer des choses, de faire des traitements, de donner toutes les chances à son patient. Et nous on lui a dit oui, mais en fait tu dis bien que même si ça évolue lentement et même si le pronostic est plutôt meilleur que ce que tu imaginais, le pronostic est quand même très sombre. Donc ça, faut lui dire en fait. Et au terme d'une discussion assez longue et assez complexe, face à... Vraiment, il a fallu plusieurs professionnels, et là, on a réussi à décoincer un peu ça. Mais oui, je suis bien d'accord. Après, bon, la demande d'aide active à mourir, c'était pas la question, puisque à ce moment-là, il n'y avait pas de changement de loi. Mais même sans ça, l'information, elle est indispensable au projet du patient, à ce qu'il veut faire et à ce qu'il veut faire du temps qui reste. Est-ce que vous avez des questions, Arnaud? Moi j'avais une question sur la question du droit de ne pas savoir. Je voulais avoir votre avis, vos réflexions, comment vous travaillez avec cela, et en faisant le lien avec le déni ou des mécanismes de défense. Est-ce que le droit, dans votre expérience, est-ce que le droit de ne pas savoir, ça témoigne pas déjà de savoir quelque chose, si je veux ne pas savoir, sachant que si on prend comme idée, peut-être un peu caricaturale, que le déni, on peut que dénier ce qu'on sait d'une certaine manière et pour aider à supporter l'insupportable. Voilà, je m'interrogeais sur votre expérience, parce que je faisais des liens avec la clinique du handicap acquis, quand on annonce je sais pas, une paraplégie, une tétraplégie, et que le patient peut être dans l'attente d'une récupération. Donc voilà, je voulais savoir comment ça se travaillait en équipe, ce droit de ne pas savoir, ce mécanisme de défense. Et puis, vous avez parlé plusieurs fois de, je crois, assouplir les... Je ne comprenais pas trop ce que ça voulait dire, assouplir les mécanismes de défense. Voilà, je voulais avoir votre réflexion là-dessus. Je vais répondre avec ma casquette de docteur, et puis après je laisserai ma collègue parler sur les mécanismes de défense. En ce qui concerne le droit de ne pas savoir, c'est vrai que c'est assez rare que les patients l'expriment. Les patients, ils ont plus, enfin, dans notre expérience en centre anti-cancer, les patients veulent plutôt savoir. Au contraire, il y en a beaucoup qui demandent le pronostic, beaucoup qui demandent mais combien de temps il me reste, et nous on répond toujours par on ne sait pas précisément. On sait que c'est une maladie avancée, on sait que vous êtes en phase... alors souvent ils demandent le stade. Ils demandent mais je suis en stade 3, en stade 4. En fait c'est pas très parlant finalement. Donc on essaye de répondre avec les éléments qu'on a, mais on essaye toujours de ne pas mentir, donc de ne pas donner en fait de date. Mais c'est souvent ce que les patients réclament. Ils veulent savoir, mais je vais avoir un petit-fils à telle date, est-ce que je serai encore là? En fait on ne sait pas. Donc voilà. Après, c'est plus rare des gens qui nous disent... ce qui est plus souvent le cas, c'est des personnes qui ne veulent pas être traitées, qui refusent les explorations et qui veulent même plus revenir au centre. Ça, c'est plus fréquent. Mais des gens qui nous disent clairement je veux pas que vous me donniez les informations, je veux pas savoir, c'est rarissime. Enfin, moi, j'en ai pas encore croisé. Après, je suis au centre que depuis 2 ans, mais j'en ai pas croisé. Par rapport à ce droit de ne pas savoir, effectivement, il y a des fois des patients qui peuvent exprimer, alors moi je suis psychologue, lors de suivi psychothérapeutique, des éléments notamment de colère sur ce qui leur a été annoncé par l'oncologue et qu'eux ne voulaient pas le savoir. Et qu'en fait, moi je voulais pas savoir ça, il n'avait pas à me dire ça, je lui ai pas demandé. Alors parfois parce que des annonces sont peut-être un peu brutales ou un peu trop précises, et parfois parce que les éléments qui sont donnés à entendre sont en fait irreprésentables et indigestes. Après, voilà, je rejoindrai ma collègue sur le fait que les gens qui veulent vraiment pas savoir du début à la fin, c'est quand même très rare. Enfin, moi, j'en ai jamais rencontré non plus à proprement parler. Et votre deuxième... Oui, c'est ça. Alors, la notion, oui, assouplir les mécanismes de défense, je crois que c'était surtout par rapport à la relation qu'on peut créer avec le patient.
Cette notion d'accompagnement où effectivement on ne peut pas agir sur les mécanismes directement. Le déni le plus connu est peut-être le moins répandu. La relation, l'accompagnement, comme on disait, ce jeune homme, il a vu plein de professionnels différents, des équipes transversales, des équipes de service, et à y amener un petit peu plus de doute dans ce que sera peut-être sa vie, ça a permis aussi qu'il s'adapte et qu'il s'approprie la réalité. Et ce qui a permis de créer vraiment un pont entre les soignants et le patient. Et qu'on n'était plus chacun sur une berge opposée à essayer de se comprendre. Et voilà, c'est plus cette notion-là, en tout cas, vraiment quelque chose de mobile, en fait, qui bouge, qui est dynamique, et pas quelque chose qui est figé, parce que je pense que ça rentrait vraiment en écho avec ce jeune homme-là qui était vraiment figé dans une réalité à 30 ans. Et aussi alimenté par le rapport à ses parents, sa mère qui était, c'est d'ailleurs le mot que tu as utilisé tout à l'heure, figé, une façade, un sourire collé en fait. Voilà, je sais pas si j'ai... Bonjour, alors je me présente, Lucie Tanguy, je suis infirmière coordinatrice en EHPAD. C'est pas tant une question, c'est plus une réflexion par rapport à ce que vous venez de dire. Vous parliez du pronostic vital, du pronostic médical, et tout de suite ça m'a fait penser au fait un peu comme Madame Irma en fait. Enfin, c'est la voyance, et qu'est-ce qui va être mis ensuite. Est-ce que nous, si on nous disait demain, vous mourrez dans une semaine, est-ce que tout de suite on mettrait un plan d'action en place ou pas? Est-ce qu'on agirait? Parce qu'en fait c'est ça, en fait, vous voulez que... J'ai bien compris que la difficulté avait été aussi de l'équipe soignante et pas tant celle du patient, et que c'était surtout l'équipe soignante qui voulait faire intégrer au patient qu'il allait avoir une finalité qui était plus proche que celle que lui il imaginait. Est-ce que, à un moment donné, au décours de la maladie, ce ne sont pas les symptômes qui vont apparaître, la perte de capacité qui va faire prendre conscience au patient qu'il va falloir mettre des choses en action? Alors oui, le soignant va se dire, du coup, il y a moins de perte de capacité et il y a moins de possibilités d'être en action par rapport à avant, quand il y avait les capacités, que c'est à ce moment-là qu'il aurait dû le faire. Est-ce que c'est pas la vision du soignant, justement, où on aimerait qu'il y ait des choses de mise en place, alors que le patient lui-même, pour l'instant, il intègre peut-être dans son imaginaire, dans son fantasme, mais en tout cas, pour le moment, sa maladie, il la vit bien. Alors, il y a plusieurs choses dans votre question. Déjà, c'est très patient dépendant, parce que c'est vrai qu'il y a des gens, effectivement... Alors déjà, il y a... du point de vue des soignants, il y a souvent des fois où les soignants qui connaissent le patient nous disent faut que vous alliez le voir, il n'est pas du tout au clair, il n'a pas compris ce qu'on lui a expliqué, il n'a pas du tout compris qu'il n'allait pas s'en sortir. Et en fait, nous, quand on va à la rencontre du patient et qu'on prend le temps de discuter avec lui, en fait, si, il a très très bien compris, juste il n'a pas envie qu'on en parle, mais en fait, il a bien compris où est-ce qu'il en est. Donc déjà, ça c'est une première chose. Dans ce cas-là, c'était vraiment pas le cas. Il y avait vraiment un écart de représentation, en tout cas de la maladie par le patient par rapport à ce que les soignants avaient essayé de transmettre. Et l'autre chose, c'est que je suis d'accord avec vous sur le fait de laisser un peu les choses se faire naturellement, entre guillemets, pour que le patient puisse cheminer à sa vitesse. De toute façon, on laisse toujours les patients cheminer à leur vitesse via l'évolution de la maladie. Dans ce contexte particulier-là, c'est que c'est une maladie neurologique, et du coup, avec une progression en général en marche d'escalier, comme on dit, avec effectivement un risque quand même majeur que la prochaine complication, ce soit une atteinte motrice ou ce soit une atteinte intellectuelle ou verbale, avec de ce fait une perte de possibilité pour nous d'accéder à ce que le patient veut exprimer. Et c'est un peu particulier des tumeurs cérébrales, ça. Et sur les glioblastomes notamment, on a cette expérience-là. C'est des maladies qui évoluent très vite chez des patients qui auparavant étaient en parfaite santé pour la plupart,
avec un cheminement psychique qui est très très difficile parce que trop rapide, et un dialogue qui doit s'instaurer vraiment très très tôt en fait, pour pouvoir avoir cette relation de confiance, pour que on puisse parler de choses. Alors on n'arrive jamais à parler de tout parce que, comme vous dites, faut quand même laisser le temps aux patients d'y arriver. Mais c'est ça qui nous embêtait. C'était de ne pas pouvoir accès au moment où ça irait très mal, et aussi le choc psychique que ça pourrait causer, parce qu'on en a vu aussi des patients qui tout d'un coup ont une dégradation clinique et nous disent mais j'avais pas du tout compris, et si j'avais su, j'aurais fait autrement. Et en fait c'est avec tout ça qu'on bricole, en essayant de s'adapter à chaque patient, parce que chaque patient est différent, et sans projeter ce qu'on a connu chez l'un chez l'autre, parce que c'est ça le danger, mais voilà, en essayant de baliser au mieux. Je ne sais pas si c'était autre chose. C'est vrai qu'on n'avait pas planté tout le décor peut-être aussi de cette situation clinique, et ce qui était compliqué à un moment donné, c'est que même face à ce que Sidonie vient de dire sur la dégradation de l'état de ce patient, même face à cette réalité, en fait, ce jeune homme continuait à se projeter, et aussi avec le concours de l'oncologue qui, par rapport à ce traitement dont on a parlé, qui avait peut-être 10% de réponse complète, mais chez des patients plus jeunes, et pourquoi pas proposer à ce patient-là. Donc avec tous ces espoirs, finalement, l'oncologue tenait aussi ce discours, parce qu'aux prises également, mécanisme de défense, dont elle a bien cerné ensuite les enjeux, tenait un discours hyper positif et optimiste sur justement une vie qui pourrait être prolongée, voire même la maladie derrière, guérie et terminée. Et c'est vrai qu'elle est des fois sortie de la chambre du patient en disant « tout va bien, tout va bien ». Et donc ça, c'était très compliqué en hospitalisation. Il y avait vraiment le concours de tous ces éléments-là qui nous a fait nous réunir, et qui finalement a permis à ce jeune homme d'accéder à cette réalité effectivement moins optimiste que prévu, hein, mais à s'apaiser aussi en fait. La suite nous a permis de prendre conscience de ça. Il s'est apaisé face à cette réalité-là. Merci beaucoup pour votre présentation. Donc, moi, c'est plutôt un commentaire. Il n'y a pas que dans les maladies néoplasiques ou hématologiques qu'on a cette notion de limite des possibilités. Dans les maladies chroniques, probablement qu'on a le défaut, en tout cas encore, de ne pas associer dès la prise en charge curative une approche palliative potentielle des maladies d'insuffisance respiratoire qui peuvent évoluer vers une insuffisance respiratoire terminale. Le patient n'est pas informé de la possibilité ou du risque, hein, comme on l'interprète comme on veut, de se retrouver dans une situation où la médecine aura ses limites et ne pourra plus faire. Et si on l'informe suffisamment tôt, je reprends ce que disait Guillaume tout à l'heure, l'anticipation c'est un maître mot, c'est-à-dire que nous on sait, les sachants, on sait que de toute façon ça va se terminer de cette façon-là, ou peut-être pas, puisqu'il intervient une cause intercurrente qui entraîne le décès brutalement, mais on sait que ça va se terminer inéluctablement comme ça. De ne pas informer le patient de cette possibilité. À un moment donné, la médecine curative aura des limites. On ne pourra pas faire plus loin serait de l'obstination ou de l'acharnement. À partir du moment où on arrive à cette approche-là, on peut informer le patient, anticiper sur ce que disait Guillaume, c'est la possibilité d'être accompagné, de ne pas être abandonné au moment où se posera la question de la fin de la vie, et d'aborder le problème de l'aide à mourir, ou éventuellement de la sédation profonde et continue, qui est quand même un droit des patients, il faut le rappeler. Mais ce droit, ils ne peuvent pas l'exercer s'ils n'en sont pas informés. Et l'approche, l'idée, c'est que les approches curatives doivent associer très tôt une approche palliative, probablement. On le voit dans notre milieu de réanimation où les temporalités est courte, elle l'est un peu plus dans votre spécialité, elle est encore plus longue dans une spécialité comme la médecine gériatrique ou dans les EHPAD, ou même dans le monde du handicap. Pas d'autres questions. Non, juste un petit complément. Alors d'abord, merci parce que ce que vous avez exposé, plein de finesse et de subtilité. J'ai un petit mais. Comme à chaque fois, j'aime bien mettre un petit mais. Le travail que vous faites arrive, chemin faisant, à la question de la vérité quand même. Hein, on y arrive.
pour la salle, pour des gens qui n'ont pas votre parcours professionnel, il faut rappeler quand même que c'est un progrès, parce qu'il y a une époque où on n'y allait pas sur ce chemin de la vérité, et que toute spécialité confondue, il n'y avait pas que l'onco, on restait dans une forme de silence protecteur et donc de mensonge protecteur, quoi. Et je fais le lien avec ce qu'a dit Jean-Philippe, je crois qu'aujourd'hui, la société fait qu'il y a quand même des étapes évolutives où finalement ça va devoir se concrétiser quelque part malgré nous, cette question de la vérité. Effectivement, la question de la limitation du soin quand on passe dans l'obstination déraisonnable. À un moment, vous avez mis 10 chimiothérapies compassionnelles. J'aime bien revenir là-dessus parce qu'il y a une belle étude de l'Institut national du cancer qui montre quand même qu'en France, on a été pendant des années des adeptes d'une forme de chimiothérapie dite compassionnelle, mais que d'autres appellent chimiothérapie inutile et chimiothérapie du mensonge dans d'autres littératures internationales. Donc je trouve que c'est bien de rappeler, alors c'est un peu violent ce que je veux dire, mais de rappeler que quand même aussi les contraintes économiques et systémiques font qu'un jour la réalité elle est inéluctable. Voilà, elle va arriver. Mais par contre, je suis d'accord qu'il faut respecter comme toute la temporalité que vous avez dit, mais il y a un moment où il va y avoir des étapes, quoi, où on va être confronté à la vérité, le patient il va y arriver, quoi. Ça c'est ma première réflexion. La deuxième réflexion, comme je voulais revenir, c'est la question, je suis un peu ce que je suis, donc pour conceptualiser la salle, le droit à la question le droit de ne pas savoir. On le transpose très souvent à toutes les pratiques cliniques, mais historiquement, il avait été quand même, je le rappelle, conçu pour la génétique. C'est-à-dire quand vous faites un test génétique pour une finalité d'études familiales ou d'études populationnelles, vous avez le droit de ne pas savoir. Ça s'entend assez facilement parce qu'on vous dit on vous propose un test, mais le résultat, vous choisissez de l'avoir ou de ne pas l'avoir. Et voilà, ça peut être le cas de beaucoup de propositions de dépistage ou de recherche, par exemple, des programmes de recherche. Et puis quand on arrive dans la clinique, il y a quand même une forme de paradoxe. C'est comment peut-on, enfin je sais que vous le savez, mais c'est pour conceptuel, comment peut-on verbaliser un droit de ne pas savoir de quelque chose qu'on ne sait pas encore, quoi. Enfin, donc il y a un inconceptuel pensé qui par contre renvoie à quand même quelque chose qui est, et je le dis pour les gens de la salle, la subtilité de la clinique. Il y a un moment où on va finir par percevoir quand est-ce que c'est le bon moment, quoi. Vous ne l'avez pas dit, mais je le dis à votre place, mais je fais confiance à savoir pour dire à un moment c'est le bon moment, quoi. Et puisque Mylène veut prendre la parole, je sais pourquoi elle va pouvoir parler, c'est la question de la temporalité. Jamais on pourra normer juridiquement ou socialement la question du bon moment, mais le bon moment il arrivera. Mais je rajoute quand même quelque chose, parce que j'ai assisté pendant longtemps aux états généraux des patients du cancer de la Ligue, et je le redis, et c'est pas vous que ça concerne peut-être encore des professionnels ou c'est peut-être du passé, il y a des gens qui revendiquaient le discours selon lequel c'était les professionnels qui étaient en difficulté de dire, et qu'on disait, oh là là, on va pas dire aux patients, parce que vous comprenez, ça va le violenter. Et les gens dans la salle, qui étaient des anciens patients ou des familles de patients, disaient « Ah non, mais les gens qui étaient les plus en difficulté, ce n'étaient pas les patients, c'était les professionnels. » Et nous, on aurait bien aimé qu'on nous dise, parce que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il y a des organisations de vie quand même. Il y a les questions, alors ça c'est un peu mon volet, successorial, éventuellement mariage, éventuellement quitte à poser un autre débat, la question d'un droit à l'enfant, parce qu'on a le droit de savoir qu'on va mourir dans un an, mais de procréer à 20 ans si on est marié et qu'on a une compagne. Enfin, vous voyez. Et donc ça, je pense qu'il faut encore dire que de temps en temps, dans certains services, dans certaines films, remonte l'idée que les professionnels ne trouvent pas le bon moment pour le dire, et que de facto c'est pas dit et qu'il y a un préjudice pour certains patients aussi. Voilà. Mais tout en gardant la subtilité qui était la vôtre. Oui, merci. Mylène Gouriot, donc philosophe, coordinatrice de l'espace de réflexion éthique. Merci pour votre intervention qui est vraiment qui lève beaucoup de commentaires et de pensées. Moi, je voudrais juste revenir, puisque je suis philosophe, sur 3 choses qui m'apparaissent très claires. C'est, dans ce que vous dites, c'est la vérité, l'incertitude et la temporalité. La vérité, c'est un problème pour tous ceux qui ont passé le bac et ceux qui viennent de le passer. C'est un problème, je veux dire, aussi vieux que l'histoire de la philosophie elle-même. Est-ce qu'on peut accéder à la vérité ? Très clairement, depuis l'Antiquité, il y a les sceptiques qui nous disaient non, par exemple. Platon disait non, Aristote disait oui. Et puis après, avec le rationalisme et puis les Lumières, la vérité, c'est vraiment devenu la quête du monde moderne. Pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que la vérité et l'incertitude, c'est pas sur le même plan. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on n'est pas certain de quelque chose qu'on ne peut pas le dire et qu'on ne peut pas dire sa vérité. Donc pour moi, il y a vraiment 2 plans différents. C'est-à-dire qu'il y a une vérité, un pronostic, et puis il y a une incertitude, c'est la temporalité. Mais vérité et incertitude ne sont pas incompatibles, et c'est vrai qu'on a tendance tout le temps à les mélanger en disant voilà, on n'a pas de certitude, donc on n'a pas de vérité. Or, c'est complètement faux. Effectivement, on connaît l'issue, donc il faut dire la vérité. Par contre, effectivement, il y a une dimension d'incertitude dans la temporalité, et ça, c'est vraiment ce qu'on réclame, je dirais, d'une manière presque
continue, à savoir que vous puissiez dater, donner des délais, affirmer. La temporalité, c'est le gros problème tout de suite de la fin de vie, hein, c'est vraiment le problème. Mais voilà, il ne faudrait pas confondre les trois. D'autant plus que finalement, ça peut permettre aux patients et puis à toutes les personnes qui sont confrontées à ce doublon, hein, vérité et incertitude, de comprendre la différence entre les deux. Voilà, merci. Avant de passer la parole à Arnaud pour une dernière intervention, je voudrais juste refaire aussi une ou deux remarques. C'est que, en fait, votre réflexion, elle m'a fait penser à un vieil article de sociologie des années 60, qui est assez fondateur sur ces questions-là. C'est un article de Glaser et Strauss sur la conscience de la mort. En fait, il étudie les différentes configurations de la conscience de la mort selon, en fonction des différents acteurs qui sont engagés, c'est-à-dire le patient, les soignants, mais aussi les proches. Et en fonction de la conscience que chacun a de la mort du patient, finalement. Parce que souvent, des fois, là, en l'occurrence, les soignants savent qu'il va mourir, sûrement la mère aussi, puisqu'on lui a dit, mais on ne sait pas trop, et le patient ne veut pas, ou en tout cas, s'il le sait, il ne veut pas le savoir. Et puis, il y a des configurations, finalement, le patient le sait, les soignants le savent, mais ils veulent pas que le patient ne veut pas que les proches le savent, par exemple. Donc, il y a tout un ensemble de configurations différentes qui ont déjà été étudiées depuis assez longtemps et qui montrent qu'à chaque fois, il y a des enjeux un peu différents. Et puis, le deuxième point que je voulais soulever, c'est qu'aujourd'hui, quand même, il y a une certaine conception du bien mourir qui est mise en avant. Et dans cette conception du bien mourir, il faut finir par à ce que chacun accepte la mort, finalement. Aussi bien les professionnels que le patient, que ses proches. Parce qu'aujourd'hui, dans cette un peu... on pourrait dire une forme d'idéologie du bien mourir, hein, pour arriver à cette phase d'acceptation, si on reprend les différentes étapes du deuil de soi, de Kübler-Ross, etc., la dernière étape, c'est l'acceptation. Et pour accepter la mort, il faut aussi que le patient l'accepte, mais les proches, etc. Et donc c'est à cette condition-là que l'accompagnement de la fin de vie se fera dans les meilleures conditions. Et donc il y a une forme d'injonction finalement à ce que chacun accepte la mort quand elle est considérée comme inéluctable, et notamment le patient. Et en même temps, on comprend bien qu'à 22 ans, on n'a pas envie de mourir. Et je dirais c'est presque normal que cette personne-là elle soit dans le déni et dans le refus de mourir. Qui oserait reprocher à un jeune de 22 ans de ne pas vouloir mourir quand on est atteint d'une maladie comme ça? Et en même temps, il y a quand même cette injonction sociétale qui fait qu'on doit anticiper sa mort, qu'on doit prendre des dispositions, etc., et qu'on doit finir par l'accepter quoi qu'il en coûte. Et là, je trouve c'est questionnant. Pour rebondir sur... ça fait le lien avec vos remarques, et avec cette phrase, vous avez dit, la personne, le patient qui vous dit « si j'avais su », en tant que psychologue, moi, je m'aperçois aussi que derrière cette phrase, il y a surtout « si j'avais cru ». Sans parler de la fin de vie, les situations de handicap et les situations de handicap chroniques qui... On sait qu'elles seront chroniques qu'au bout d'un certain temps, quand le travail de rééducation, par exemple, ne permettra pas de récupérer. Et bien souvent, il y a cette question-là de la croyance, et donc ça rejoint ma réflexion sur le mécanisme de défense. Je pense qu'il y a aussi, même s'il y a cette vertu de dire la vérité, qui est une nécessité, il me semble que de vouloir que le patient entendre cette vérité, y adhère, croire, il me semble que ça peut être aussi une certaine obstination déraisonnable, d'une certaine manière. En tout cas, dans le champ du handicap, c'est un peu une confrontation. C'est-à-dire, on a l'impression que la personne doit avoir conscience d'eux pour adhérer à la rééducation, pour être dans l'observance. En fait, le fait de ne pas croire, c'est aussi pour tenir dans la situation parfois. Donc, il me semble que dans ce que vous présentez, il y a aussi cette différence à noter et cette vigilance qu'on doit avoir entre la différence entre le savoir et le croire du côté du patient, et donc de notre côté pour ne pas être dans cette obstination ou dans un martèlement, par exemple. Merci beaucoup en tout cas pour cette information.